Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être venus aussi nombreux et bienvenue à ce quatrième Docteur Who Day organisé par l'association AOA Production. On va donc commencer, vous allez donc pouvoir écouter pendant une petite heure une table ronde sur le thème des régénérations du Docteur. On accueille donc aujourd'hui pour discuter donc, des régénérations du Docteur à droite Clément Pélissier, qui est donc doctorant en troisième année de thèse au Centre de recherche sur l'imaginaire de l'Université de Grenoble, qui est spécialisé notamment sur le thème des super-héros. Et on accueille également Jonathan Fruoco, qui lui est docteur de l'Université de Grenoble, qui est un angliciste spécialisé dans la poésie médiévale, et qui a également écrit un article sur la figure du magicien dans Doctor Who. Voilà, donc je vais laisser chacun leur tour se présenter un petit peu plus avant, présenter un peu leur travail. Je t'en prie, Clémence. Honneur aux doctorants face au docteur, du coup. Donc, bonjour à tous, ou plutôt même rebonjour. Qui était là la dernière? Ah, pas mal. En fait, ils n'ont pas bougé depuis un an. Trop d'émotions suite au 50e, apparemment. Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas, voire même qui ne se rappellent pas de moi. Je suis donc effectivement Clément Pélissier. Alors, pour vous expliquer pourquoi on m'a convié pour la deuxième année consécutive finalement sur Doctor Who, c'est-à-dire qu'effectivement mon domaine de spécialisation ça reste les super-héros, ça on est d'accord là-dessus, seulement l'avantage de travailler sur l'imaginaire au sens global, c'est qu'on est amené, et puis en plus je suis un gros geek, hein, j'ai été catalogué je pense à jamais par mon université, par mes collègues, comme étant le gros geek du labo, hein. Donc ça permet d'aller sur beaucoup de sujets, beaucoup de domaines qui me passionnent avec ce point de vue justement universitaire, et les séries télé et notamment Doctor Who en font partie, puisque à l'université de Grenoble nous essayons avec Jonathan de mettre en place, surtout Jonathan pour le coup qui dirige le truc, de mettre en place un colloque sur la sérialité faisant suite à une série de séminaires mythes et séries télé, donc sur plusieurs séries maintenant depuis l'année dernière, dont Doctor Who et la figure du magicien il y a quelques temps. Donc voilà, je fais beaucoup ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire que c'est un mot un peu barbare pour pas grand-chose, simplement qu'on va parler en dehors du public universitaire et qu'on va aller parler un petit peu de l'imaginaire et de la culture populaire, comme ça en public, comme je fais là maintenant. Et donc, il faut aussi préciser peut-être qu'on a, avec Jonathan, une idée d'article dans les tuyaux, toujours sur Doctor Who, sur la figure messianique et les figures divines de façon générale dans la série Doctor Who. Et une toute dernière précision avant de laisser la parole à mon collègue, quand je parlerai lors de cette table ronde de Doctor Who, je vais parler essentiellement des séries actuelles, c'est-à-dire à partir d'Eccleston, car je n'ai que trop peu de connaissances sur la série globale, c'est-à-dire la série avant 2005, et là c'est surtout Jonathan qui aura une vision d'ensemble beaucoup plus efficace que la mienne. D'accord, merci. Merci Clément. Du coup, tu m'as un peu présenté aussi, je ne sais plus trop ce que je suis censé dire. Sinon, je tiens à remercier Clément déjà d'avoir permis que je rejoigne là-haut aujourd'hui, puis les organisateurs aussi de m'avoir invité. Oui, je joins mes remerciements aussi, j'ai oublié de le faire, je vous prie de m'excuser. Et oui, effectivement, pour un médiéviste, c'est pas forcément évident de se retrouver à faire de la vulgarisation, on n'en a pas bien l'habitude. Mais ouais, non, c'est quand même. Doctor Who en France, c'est pas forcément quelque chose qui est très très étudié, on en parlait tout à l'heure. Et on essaye de mettre ça un peu plus en place, c'est pas forcément évident, ni très très respecté par le monde académique, mais on essaye de. Non, mais on aime bien ce qu'on fait, hein, mais c'est juste qu'il faut parfois défendre un petit peu son beefsteak, et donc on est très content de pouvoir parler en dehors de la faculté, ça nous change un petit peu de ce contexte un peu rigoureux, un peu. Voilà. Bon. D'accord, et merci beaucoup. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question à poser à l'assistance. Qui ici n'a pas vu le premier épisode de la nouvelle saison? Ok. D'accord. Donc on va demander à la personne de sortir, c'est encore le vieux. Non. Alors, c'est juste que, effectivement, c'est un épisode qui est très intéressant pour le thème des régénérations. Vu que vous êtes tout de même une minorité, on risque de l'aborder. On risque de spoiler un petit peu, on va essayer de spoiler le minimum, mais. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, juste, donc du coup, qui globalement n'a pas vu la saison 8 ouais, bon, ça reste une minorité. Non, mais ça peut arriver, hein, ça reste une minorité quand même. Enfin, ça peut arriver à Clément, voilà, la saison 8 hier.
Voilà. C'est pour ça qu'on a Mais j'ai tout rattrapé, espèce de... bon, j'ai tout rattrapé. On a décidé donc que cette convention serait une zone de non-spoil sur la saison 8, parce que tout le monde n'a pas eu le temps de la voir. Mais je tiens à dire que je me suis rattrapé et que j'ai vu la saison 8. Bon. Félicitations. Merci. J'ai pas eu le temps de la finir. Voilà. Alors, donc, pour commencer, j'aimerais savoir ce qu'on pourrait dire et si on peut revenir un peu sur le concept de la régénération dans la série, dans les classiques avant tout, et notamment la première régénération. Comment la série en est venue, en fait, comment les showrunners de la série en sont venus à faire un personnage qui se régénère. Alors, je vais commencer. Je ne sais pas si vous avez vu An Adventure in Space and Time de Mark Gatiss, qui est pour le 50e anniversaire, qui en parle un petit peu. Disons que ça reste quand même, si on sort du cadre strict de la narration et de l'univers de Doctor Who, la régénération elle-même de William Hartnell, c'est quand même un gros coup marketing qui a permis de ne pas faire mourir la série quand Hartnell commençait à être vraiment malade. Donc, à mon avis, c'est déjà une magnifique pirouette narrative. Il y a beaucoup de séries qui aimeraient avoir ce privilège-là. Ça a commencé en tout cas comme ça, à mon avis. C'est vraiment... D'accord. Et du coup, comment ça a été amené à évoluer au niveau de la narration, en fait, dans l'utilisation qu'en est faite au niveau de la narration au fur et à mesure du temps, en 50 ans, quelles sont les évolutions marquantes, en fait Le peu que Jonathan a pu m'apprendre dans le peu de temps qu'il avait sur la série classique, c'est qu'en fait, le phénomène de régénération ne serait pas possible pour tous les Time Lords. Sans ça, ça mettrait un gros bordel sur le champ de bataille parce qu'ils sont sans arrêt en train de se régénérer. On a une notion d'élite en fait. Disons qu'une des théories présente aussi bien, ça ne fait pas forcément partie du canon au sens de la série même, mais aussi bien dans les romans, dans les aventures audio, tout ça. On a de temps en temps cette idée que peut-être la régénération c'est quelque chose d'élitiste sur Gallifrey, réservé à l'élite. Donc on sait par exemple que Rassilon, qu'on a pu voir dans les derniers épisodes avec le 10e Docteur, qui a été interprété par Timothy Dalton à l'époque, est présent depuis les origines de la série, disons depuis les origines de Gallifrey dans la série, et il a ce rôle un peu de patriarche, de grand fondateur, grand scientifique, et il a visiblement, lui, acquis une certaine maîtrise de la régénération, et le contrôle parfaitement, puisqu'il en est presque devenu immortel. D'accord, parce qu'effectivement, il y a pas mal de théories sur tout ce qui est régénération, et il y en a notamment une qui est dictée par le 10e Docteur, qui est que les régénérations sont influencées par leur contexte. C'est-à-dire, ce serait pour ça, par exemple, que le 9e Docteur, interprété par Eccleston, est très combattant, finalement, puisqu'il s'est régénéré sur le champ de bataille. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie dans les classiques, cet élément de contexte dans la régénération ? Plus ou moins, toujours. Mais en fait, à l'époque, ils n'avaient pas forcément une vision trop globale de la mythologie de Doctor Who, c'était pas forcément en place dès le début. Mais à la base, on a cette idée déjà, si on prend la deuxième régénération, celle du 2e Docteur en 3e Docteur, qui est imposée par les Seigneurs du Temps en punition, on a déjà cette espèce de contexte un peu plus global derrière. Le choix aussi était important aussi. Le contexte disons, quand le 2e Docteur se régénère en 3e Docteur, pour faire plus simple, on lui impose non seulement de changer de visage, mais on l'exile sur Terre, on lui prive d'une partie de sa mémoire, du TARDIS, et du coup, il acquiert forcément des compétences et des capacités que les autres ne vont pas avoir. Et d'ailleurs, à partir du moment où on lui rend la mémoire, les choses changent un peu, voilà, on continue de... Et quand il croise ses autres collègues dans les 5 docteurs, les 3 docteurs, je ne sais plus lequel. Les 5. Les 5. Il se rend compte très vite que chaque docteur a ses propres capacités en fonction du contexte dans lequel il a vécu. D'accord, ok, parce que c'est super intéressant. Je n'avais pas mémoire de ce passage. Effectivement, il est obligé de se régénérer en punition. Moi, je voulais du coup vous poser une question, c'est est-ce qu'il y a une différence de traitement quelle différence de traitement il y a ? Parce que il y en a une, je pense, entre les régénérations dans les classiques et les régénérations dans la série depuis 2005. Je dirais que les générations dans la série de 2005
elle génère un effet d'attente de la part du spectateur. Il y a une notion spectaculaire, je trouve, surtout chez Tennant, par exemple. Il y a une notion réellement spectaculaire, de telle sorte que maintenant, c'est devenu un gimmick presque de la part des fans, de la part des trolls aussi, et de la part de Moffat lui-même, de dire qui va être le prochain Docteur. On a des comptes à rebours, on a tout ce qu'il faut, ils mettent le paquet, la BBC met le paquet. Et je dirais qu'en fait, il y a une grosse différence, je trouve, entre la régénération de Tennant en Matt Smith et de Matt Smith en Capaldi, c'est qu'en fait, la régénération en Capaldi, elle se base sur un contexte, c'est-à-dire que Moffat a une mission difficile qu'il remplit parfaitement, c'est-à-dire justifier un nouveau cycle de régénération. Comment il va s'en sortir pour justifier qu'un nouveau cycle de régénération apparaisse. Et finalement, la régénération de Matt Smith, elle n'est pas très spectaculaire en elle-même, elle est assez rapide, elle est assez soudaine presque, tandis que la régénération de Tennant, en Matt Smith, elle est assez axée, je sais que ça va faire râler certains fans, elle est assez axée sur le pathos, elle est assez axée sur le fait qu'il ne veut pas partir et que il se retrouve avec force lumière et effets spéciaux à devenir progressivement Matt Smith. Donc je trouve qu'il y a cette notion de spectacle en fait dans les régénérations de maintenant. Qui se justifie, hein, on aime ou on n'aime pas, mais la régénération c'est devenu quelque chose qui permet à la série elle-même de se régénérer. On peut recommencer un nouveau cycle parce que Moffat a trouvé le moyen de nous expliquer que Capaldi est le premier d'une nouvelle génération de docteurs qui potentiellement pourrait redurer 50 ans derrière. Du coup, ça me mène à poser une question plus pour Jonathan. C'est vrai qu'on a cette notion de cycle de régénération fixe, donc qu'un Time Lord est censé avoir 12 régénérations possibles, et on a cette exception à la règle qui a été faite, et je voulais savoir si c'est quelque chose qui était déjà présent, justement, on disait que la mythologie était fixée petit à petit, et tu parlais tout à l'heure du patriarche, bon j'ai oublié le nom, pardon, Aracilio. Voilà, qui lui apparemment a atteint un certain seuil, une certaine immortalité. Et du coup, ma question étant, est-ce qu'on se dirige, selon vous, là c'est un avis personnel, selon vous deux, vers un cycle de régénération infini pour le Docteur? Capaldi annonce l'idée un peu dans un des épisodes, je ne vais pas trop spoiler, hein, mais non, très clairement, moi, je ne pense pas qu'il va rester quand même dans cette idée de cycle qui est quand même assez nécessaire pour encadrer, pour pas que ça devienne non plus complètement n'importe quoi. Et d'ailleurs, on voit que les Seigneurs du Temps peuvent interagir à n'importe quel moment, à partir du moment où Moffat les fait revenir dans l'univers de Doctor Who, et qu'ils peuvent intervenir directement sur les cycles de régénération, on voit que ça change la donne. Dans les anciennes séries, on a déjà eu le maître qui a été utilisé par les Seigneurs du Temps et à qui on a offert un nouveau cycle de régénération justement parce qu'il pouvait être utile. On l'a ramené à la vie, on lui en a donné une nouvelle, donc c'est quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose de forcément nouveau. D'accord, donc c'est pas juste un coup de chapeau, c'est quelque chose qui existait déjà. Du coup, moi, c'est une question de pure curiosité. Comment est-ce qu'on donne un nouveau cycle de régénération à un Time Lord? Ça, il faut leur demander. D'accord, c'est pas quelque chose qui a été expliqué dans les classiques Il me semble pas. Après, je dirais qu'il y a quand même un aspect important aussi, toujours dans la série de ce que j'ai vu de la série actuelle, c'est-à-dire tout depuis Eccleston. Il y a une notion de mémoire génétique qui est quand même très importante, avec le fait qu'à chaque fois que le Docteur se régénère, il est obligé pendant un temps plus ou moins long de remettre ses neurones en place d'une certaine façon. Et en cela, donc sans trop spoiler, mais je trouve que le premier épisode de la saison 8 est quand même très angoissant, parce que on reviendra sans doute sur le fait que Capaldi soit un docteur assez âgé par rapport au reste de ses incarnations et régénérations. Mais on a vraiment, dans le premier épisode de la saison 8, un docteur qui, pendant quand même je ne sais plus exactement combien de temps, mais beaucoup plus long que pour Matt Smith, est complètement perdu et limite sénile. Il a besoin des autres
pour arriver à remettre ses idées en place. Alors après, pour ceux qui ont vu la saison 8, il est capable de nous faire des retournements de situation alors qu'on croit qu'il est complètement en dehors de la plaque et qu'il est complètement glacial et froid. Il est capable de retourner la situation pour dire en fait j'avais tout prévu depuis le départ. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Le docteur a besoin de se retrouver lui-même, de rentrer en contact avec tous ses autres moi. C'est très présent notamment chez Matt Smith. Hein. Le I am the Doctor de Matt Smith avec le premier épisode de la saison, il passe au travers de toutes ces régénérations pour arriver à traverser sa propre image et de dire je suis le docteur, donc je suis le nouveau docteur, c'est moi qui reprends le flambeau. Mais il y a vraiment cette idée que la régénération, c'est pas un processus facile. Autant Capaldi nous fait passer ça un petit peu maintenant pour un gadget, puisqu'il nous fait comprendre qu'effectivement il pourrait se régénérer à peu près autant qu'il le voudrait, sans autre spoil que ça, mais pour moi il y a vraiment une notion de difficulté dans la régénération. Il y a une épreuve. Regardez la régénération d'Eccleston en Tennant, il est obligé de se décharger de l'énergie du TARDIS qu'il a absorbée pour sauver Rose. Donc c'est la seule chose qui peut le décharger de l'énergie du savoir qu'il a absorbé. Donc pour moi, la régénération, c'est aussi quelque chose qui est dur, qui est inhérent au Seigneur du Temps, mais qui est dur. Et je vais peut-être lancer une perche ici, mais je pense qu'il y a un côté un petit peu malédiction parfois dans le fait de se régénérer. C'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais, la régénération, soit est, oui, une malédiction, mais c'est une forme de mort spirituelle systématiquement. D'ailleurs, quand le 10e docteur va pour se régénérer, il est au courant que son air est venu, il en parle et commence à s'inquiéter du fait que finalement, même si ça reste lui, c'est quand même un étranger qui marche sur ses chaussures. Il en est conscient. Et c'est la première fois que je le dis très clairement que la prochaine incarnation du docteur a beau toujours être le docteur, c'est plus celui d'avant. C'est deux personnes complètement différentes avec la même identité. C'est assez paradoxal, c'est assez rare ce genre de concept, aussi bien à la télé qu'au cinéma, dans la littérature, en mythologie, on a rarement ce genre d'ambiguïté, d'ambivalence dans un personnage comme ça. Mais c'est une forme de mort. Et d'ailleurs, pour revenir sur le côté cycle et sur l'aspect malédiction, un des personnages de la série classique, et dont le nom m'échappe maintenant, qui était quelqu'un de l'élite gallifréenne, un ami du docteur, qu'il retrouve et qui est possédé par je ne sais plus quelle entité. Et du coup, ce type-là est en fin de cycle de régénération, et donc pour se libérer définitivement de cette entité qui le possède, il provoque une nouvelle régénération. Or, en absence de jus, ça provoque sa mort à lui. Donc c'est une forme aussi de libération sur le moment. C'est le seul moyen de mourir rapidement et efficacement. D'accord, donc en fait, un Time Lord peut provoquer sa régénération où il y a quand même des circonstances nécessaires. Le danger de mort, ou c'est à volonté un petit peu comme on disait. Ça dépend des situations. Il y en a qui réussissent visiblement à contrôler ça et qui peuvent la provoquer. Je ne sais pas si vous avez tous vu le mini-épisode sur la régénération du 8e docteur, du coup, mais on voit très clairement que c'est quelque chose qui peut être contrôlé, déclenché, ne serait-ce que par le fait de boire un élixir quelconque. Preuve en est, le docteur incarné par Tennant, va demander au maître de se régénérer de sa propre volonté. Alors qu'il a pris une balle, il va lui demander cette régénération. Et pourquoi je parlais de malédiction tout à l'heure, c'est que plutôt que de vivre encore, et surtout d'être l'otage passif du docteur, parce que c'est ce qu'il lui fait comprendre, il préfère mourir, et on sait ce que ça veut dire quand le maître meurt, ça veut dire qu'il meurt pas, en fait, tout simplement, il décide de s'éclipser pour un certain nombre d'épisodes, et de ne pas refuser, il décide de refuser cette demande, cet ordre de la part de Tennant. Voilà. Mais lorsque la régénération peut être contrôlée et provoquée même dans une situation n'est pas en danger de mort, mais visiblement on peut voir que le maître, notamment quand il se régénère la première fois dans la nouvelle monture de la saison, quand il passe, quand il devient un Saxon, visiblement, véritablement, alors qu'il est sur le point de se régénérer, moi aussi je peux être jeune comme le docteur. Donc, visiblement sur le point de se régénérer, il est capable de contrôler sa forme future. Donc certains ont cette capacité aussi bien de provoquer une régénération que de contrôler le résultat final.
que le docteur n'a pas forcément, parce qu'il est toujours dans une situation délicate quand ça lui arrive, il est vraiment sur le point de mourir systématiquement. Donc c'est aléatoire. Et effectivement, ça me fait penser en fait à l'histoire de vieillissement des Seigneurs du Temps, des Time Lords. C'est quelque chose d'assez brumeux aussi, non, d'assez peu détaillé, parce qu'on se dit que finalement ce sont des êtres immortels, bon, qui sont certes immortels par leur capacité de régénération, mais on s'aperçoit que Matt Smith, en fait, le 11e docteur, est aussi capable de vivre très vieux. Et il a un vieillissement, ce qui est quelque chose qui m'a en fait finalement surpris, moi, en regardant ce passage. Mais Matt Smith de base, et on en parlait déjà avec Jonathan, Matt Smith de base est un jeune qui fait vieux. Il a un visage très particulier, Matt Smith, c'est le plus jeune docteur, mais on dirait qu'il est déjà âgé quand il incarne. C'est ce que disait Steven Moffat, en fait, Matt Smith, ce serait un peu un jeune homme assemblé de mémoire par un groupe de vieillards. Il a toujours ce côté un peu... C'est un kit en fait. Ouais. Mais il y a une notion quand même... Il y a une certaine part de fans à râler contre Moffat, comme d'habitude, hein, sur le fait que Capaldi, justement, était un vieil homme. Et je crois qu'il a rétorqué un truc du genre « Et le Père Noël, c'est pas un vieil homme ?» Bon. Et en fait, là où je trouve que Moffat est quand même très très fort, c'est qu'il parvient à assimiler les critiques, voire même les reproches qu'on peut lui faire, et les réintroduire pour ses personnages. Donc vu que beaucoup de monde quand même a vu le premier épisode de la saison 8, sans trop spoiler, vous vous rappelez que le vieillissement du docteur et surtout ce côté sénile inquiète beaucoup Clara, et on va lui expliquer très clairement pourquoi le docteur est un vieil homme. C'est-à-dire qu'il a, cette fois, il se montre tel qu'il est. C'est-à-dire, on dira ce qu'on voudra, mais le docteur, en soi, le concept même du docteur, c'est un vieil homme. C'est quelqu'un qui a vécu des années, voilà, qui n'en finit plus de vivre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans cette saison, dans cette dernière saison, on peut dire une chose quand même, c'est que Capaldi ne prend jamais, au grand jamais, le temps de pleurer ses morts, à tel point que dans certains épisodes, il va passer pour un monstre de cruauté auprès de Clara, auprès de tous ceux qui croisent, tout simplement. Mais Capaldi, on l'a dit tout à l'heure, est une espèce de magicien qui va parvenir à montrer qu'il n'est pas aussi distant qu'il le prétend. Il a juste... Je pense que le docteur, et un épisode en particulier le montre, mais là encore, restons en général, le docteur a peur de la solitude, le docteur a peur de la mort, et le docteur a peur du noir surtout. C'est un vieillard, mais c'est un enfant qui a peur du noir. Quand vous verrez, ceux qui n'ont pas vu la saison 8, vous comprendrez pourquoi je dis ça. C'est réellement un enfant qui a peur du noir et qui a besoin de se sentir rassuré, besoin de se sentir entouré, et pourquoi il ne prend presque jamais la peine de considérer son propre vieillissement, déjà parce que ça le désespère, ça le rend complètement mélancolique, et en plus, il ne peut pas prendre le temps de pleurer tous ceux qu'il a tués, et tous ceux que malheureusement il a dû laisser derrière lui, et Dieu sait qu'ils sont légion. Gallifrey n'est malheureusement pas la seule qu'il a dû laisser derrière. À son destin. C'est ça. Du coup, ça m'amène à un point suivant qui est la présence des compagnons. Donc effectivement, le docteur, on l'a remarqué depuis ses débuts, s'entoure toujours de compagnons justement pour s'éviter la solitude, apparemment. Et je voulais savoir, en fait, on a un exemple très clair de traitement de la réaction des compagnons dans le premier épisode de la saison 8. Et quelles sont en fait les autres réactions marquantes qu'il y a pu avoir sur des compagnons à la régénération? Quels sont les différents types de réactions, finalement? Rose, honnêtement, Rose refuse encore plus fort que Tennant lui-même, que Tennant part. Rose, c'est peut-être l'une des compagnes qui est le plus proche, encore une fois dans la série actuelle bien sûr, qui est le plus proche de tomber véritablement amoureuse du docteur. C'est peut-être là, bon, avec Amy, effectivement, la frontière est trouble, hein, mais vous savez que le docteur, face aux situations amoureuses, il est assez maladroit, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Souvenez-vous de la première fois qu'il se présente à Rory, la première chose qu'il dit, c'est que sa copine embrasse très bien, enfin bref. Voilà, je crois qu'en plus, Rose,
pour la première fois, tout comme le spectateur qui va découvrir véritablement Doctor Who avec cette nouvelle série, et c'était mon cas, Rose, pour la première fois, ne sait pas à quoi elle assiste. Elle comprend que Eccleston lui dit au revoir, vous avez été fantastique, voilà, c'est sa grosse phrase, Eccleston, et en fait, elle ne comprend pas ce qui va se passer quand Tennant arrive. Elle croit véritablement que le docteur explose en des milliards de particules de lumière, et Tennant arrive en disant New voice, enfin voilà, en étant du Tennant dès le départ. C'est parti, Barcelone, on est parti, et puis on repart pour de nouvelles aventures. Mais je pense que effectivement, il y a cette notion-là qui rentre en ligne de compte. Après, je laisse Jonathan me répondre. Sur les nouvelles séries, en fait, la réaction des compagnons à la régénération est particulière parce qu'on a souvent, du coup, une espèce de relation pseudo-romantique qui se lie entre le docteur et sa compagne, tandis qu'avant, on n'avait pas forcément ça. L'idée de lier romantiquement le docteur avec son compagnon était inexistant. D'ailleurs, Sylvester McCoy, le 7e docteur, avait une réaction assez marrante en voyant espèce de premier baiser qu'on a dans le téléfilm de 96 entre le docteur et une humaine, en se disant on a le droit de faire ça, il n'y a pas des microbes qui vont se transmettre entre une humaine. Effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas forcément courant à l'époque, on n'y pensait pas. Les régénérations du docteur, ça choquait, ça surprenait, il finissait par s'y faire, mais il n'y avait pas cette espèce de puissance émotionnelle parce qu'il n'y avait pas forcément le même lien affectif. Je pense que si le docteur embrasse quelqu'un, il est foutu d'analyser la composition des phéromones dans l'air et de transmettre le résultat à la personne qui l'embrasse. Je pense qu'il en est tout à fait capable, surtout maintenant. C'est vrai que, par contre, dans les compagnons de la série classique, il y a quand même le brigadier, qui est un personnage hyper important, qui a connu quasiment tous les docteurs de la série classique, si je ne m'abuse. Et quelle est, lui, par exemple, sa réaction, finalement, parce que c'est finalement sûrement le compagnon qui connaît le mieux la régénération. Quelle est sa réaction quand il voit un nouveau docteur, son cheminement? Disons que le brigadier arrive, il le rencontre, alors le docteur, c'est le 3e docteur, il me semble, qui rencontre du coup le brigadier, puisque c'est quand il est exilé de Gallifrey qu'il arrive sur Terre et qu'il n'est pas coagulé. Et donc il est là jusqu'en, sans spoiler, il est là jusqu'il y a peu de temps. Et il est souvent présent, et c'est vrai qu'au début, c'est comme tous les autres compagnons finalement, hein, c'est quelque chose qu'il faut réussir à accepter, le changement. Puis finalement, il finit par s'y faire, et puis il se rend compte que ça peut même être pratique d'avoir plusieurs docteurs en même temps, quand on a un cas assez particulier sur les mains, comme les épisodes des anniversaires. Mais le brigadier n'est pas nécessairement le compagnon qui connaît mieux les régénérations du docteur. C'est peut-être même Clara qui serait dans ce cadre-là, étant donné qu'elle a été carrément dissoute dans la ligne temporelle du docteur, elle a vécu tout et n'importe quoi avec lui, à n'importe quelle incarnation. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans le premier épisode de la saison 8, c'est cette idée que Steven Moffat utilise Clara comme il y a un prisme, le public c'est un peu Clara dans cet épisode-là. C'est-à-dire que on est habitué à la régénération, mais pourtant on a toujours autant de mal à s'y faire. Et Clara, qui a vécu toutes les régénérations, devrait être la première à être du tout choquée par le fait qu'il puisse devenir mieux. Et pourtant, elle a du mal à s'y faire, elle a du mal à accepter ça parce que il s'en sert comme pour représenter les craintes et les attentes du public. Le compagnon peut aussi servir à ça. Il sert surtout à ça, c'est pour ça qu'on a longtemps eu des compagnons humains du 21e siècle ou 20e siècle. Et c'est vrai que du coup c'était aussi ma question, donc tu as répondu à ma première, mais ma deuxième c'est est-ce que d'autres compagnons ont servi comme Clara à justifier et à finalement à légitimer un nouveau docteur au public? Est-ce qu'on a eu le même genre d'exercice de style que dans le premier épisode de la saison 8 auparavant? Pas que je me souvienne, après c'est possible. D'accord. Sur 50 ans de télé, mais moi, un peu. Sans compter les épisodes qu'on a perdus, bien sûr. Après, c'est vrai que finalement, le docteur est-il vraiment le seul à se régénérer dans cette série? Comme je mentionnais, à mon avis, la série se régénère. Surtout sous l'ère Moffat. Et d'une certaine façon, c'est vrai que moi, ce que j'attendrais, c'est... Alors, Moffat a commencé à le faire, mais c'est que le TARDIS, que je considère quasiment comme un personnage à part entière, soit encore plus
encore plus travaillé qu'il ne l'est. Déjà, ça commence pas mal, hein, depuis on va y arriver, depuis Matt Smith, le Tardis a quand même son mot à dire, si je puis dire, son bip à dire. Sa personnalité. Voilà, sa personnalité propre. Et c'est vrai que le Tardis, avec Capaldi, il change du tout au tout. Voilà, il est revenu, enfin il en est arrivé au bleu, il a refait la décoration, voilà. Bon. Donc, bon, la régénération, c'est quelque chose qui, j'allais dire, qui contamine beaucoup d'éléments de la série, y compris même le tournevis sonique. Moi c'est tout bête, hein, mais moi j'attends à chaque fois les nouveaux tournevis soniques du Docteur, voir quelle couleur il va s'allumer. C'est débile, mais ça occupe un petit moment. Voilà. Donc voilà, je pense que la régène, bon, c'est le Docteur en est l'élément central, mais je pense que la série arrive à retravailler d'autres éléments. À quoi ressemblera le Tardis dans 50 ans? Ça se trouve, ce sera redevenu une boîte ou juste un panneau de commande comme c'était au tout départ avec Hartnell, le savoir, on ne sait jamais. Peter Capaldi a demandé un nouveau Tardis pour la prochaine saison. C'est vrai. Il veut les trucs ronds. Il veut dire C'est vrai qu'il y a ça, et il y a aussi cet aspect moi qui m'intrigue à chaque fois. Les annonces de nouveaux docteurs sont un énorme objet de teasing de la part de la BBC. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est les costumes. Le costume du nouveau docteur est un énorme argument marketing. Ah, oui. Et finalement, il a aussi une grande part, j'ai l'impression, dans la personnalité du docteur. Ah bah moi, si j'ai les sous, je me paye les manteaux. C'est très clairement. Je veux dire, c'est vrai qu'on a vraiment, mais même dans la série actuelle, même je veux dire dans la série globale, sur 50 ans, on a eu, je sais pas, l'écharpe qui a été, donc je sais plus de quel docteur, mais qui a été un signe, aide-moi là du coup. Voilà, merci. Qui a été un signe voilà, de reconnaissance du docteur. Le manteau de Tennant, il est devenu célèbre, et d'ailleurs le prix aussi est devenu, bref. Surtout que moi, je pourrais, ouais, voilà, à peu près 320 livres quelque part. Surtout que moi, je suis dégoûté parce que je suis beaucoup trop petit pour porter un manteau comme celui de Tennant. Je flotterais littéralement. Je pourrais en faire des draps du manteau de Tennant, et le manteau de Capaldi, qui est aussi en vente à un prix. Bref, par la BBC, le manteau de Capaldi reste. Il est beau ce manteau. Voilà, ce noir doublé de rouge, je crois, à l'intérieur. Oui. C'est vraiment. Ça fait partie de. Bah, il a la classe, quoi. La première fois qu'on a vu Capaldi, on s'est dit, waouh, quand même, c'est vrai qu'il est un docteur, ça a envoyé, quoi. Il a beau être vieux, mais il a quand même. Et on le disait d'ailleurs tout à l'heure, Capaldi, on a beau râler sur son, ou râler ou pas, ou plaisanter sur son âge. Alors, pareil, sans spoiler, mais disons que dans cette saison 8, il est très physique. Il fait beaucoup de sport, Capaldi. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors je sais pas si c'est le personnage qui veut ça. Hein. Je pense que jouer le docteur, même jouer dans Doctor Who, mais en particulier le docteur, ça change une vie. Je pense qu'il y a un avant-docteur et un après-docteur. Et voilà, véritablement, à mon avis, avec ce rôle, Capaldi retrouve une seconde jeunesse, si toutefois il en avait besoin. Puis bon, dans le cas de Capaldi, c'était nécessaire de le faire courir et sauter dans tous les sens, parce que fallait faire accepter le fait qu'il soit apparemment vieux, mais pas nécessairement. C'est ça. Vieux. Il est loin d'être grabataire. Voilà. Et pour revenir sur l'événement, du coup, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a non seulement ce lien entre le docteur et l'acteur, qui est finalement quelque chose qui reste, même 50 ans après, quand on voit que les anciens acteurs restent associés au docteur, quoi qu'ils fassent. Ça change pas. Et la tenue vestimentaire est souvent la décision aussi bien des exécutifs de la BBC que de l'acteur lui-même. C'est par exemple que Matt Smith, l'idée d'une pape avec le machin, Moffat était contre. Quand il a vu arriver Matt Smith avec cette tenue-là, il s'est dit oui, ça marche. Capaldi, pareil, a fait les courses en ville à Londres pendant 3 semaines, un été. Sur Internet, ça tweetait à ce niveau-là. On savait que Capaldi était dans tel magasin. Il choisissait sa tenue vestimentaire et Moffat pouvait laisser faire parce qu'il savait que Capaldi avait un certain style vestimentaire bien à lui, qu'il fallait que ça reflète sa personnalité. Même dans l'écriture, en général, d'ailleurs, les premiers épisodes sont très génériques quand on introduit un nouveau docteur parce que le scénariste ne connaît pas forcément l'acteur et comment il va faire évoluer. Donc toutes les petites gimmicks, toutes les petites phrases cultes qu'on peut avoir, aussi bien chez Matt Smith que chez d'autres. Steven
Moffat est contre l'écriture de phrases un peu comme les allons-y et les machins qui sont des raccourcis scénaristiques pour lui. C'est un moyen de faire de la caractérisation de personnage à peu de frais. Dans le cas de Matt Smith, on a pas mal, finalement, comme dans Porn et tous ces trucs-là. Oui, mais j'ai introduit par Matt Smith sur le tournage lui-même. C'est pratiquement de l'improvisation. Donc il l'a gardé parce que ça fonctionnait. Mais donc on a quand même à chaque nouvelle régénération l'apport de l'acteur lui-même qui met de sa personne très clairement. On s'en rappelle peut-être un tout petit peu moins, mais il y avait aussi la tenue d'Eccleston qui... elle m'aurait plu, personnellement aussi, cette tenue. Hein. Bon, il est resté moins longtemps que les autres, c'est sûr, pour des raisons aussi bien personnelles que des raisons de régénération. Mais il avait son style aussi à lui, et oui, très clairement, les vêtements ça joue. D'ailleurs, le premier épisode de la saison de 2005, donc de la nouvelle série, alors je ne sais pas si c'est voulu, à mon avis non, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Rappelez-vous, c'est des mannequins qui se mettent à attaquer les gens. Ils sont dans les magasins de vêtements, ils se mettent à défoncer les vitrines, et moi perso, ils ont réveillé une trouille de gamins quand j'ai vu cet épisode. J'étais terrifié quand j'étais gosse de ces mannequins dans les vitrines, parce que j'étais persuadé que j'avais déjà beaucoup d'imagination à l'époque, un peu trop. J'étais persuadé que la nuit, ils attaquaient les gens. Mais je vais beaucoup mieux depuis, hein, je crois. Non, mais et du coup, quand j'ai vu cet épisode-là, j'ai fait waouh, c'était ma trouille. Mais voilà, donc du coup, il y a et puis, je sais pas, il y a beaucoup de personnages qui ont pas mal d'affinité avec le style, la beauté. Rappelez-vous Cassandra, qui s'imagine être la merveille survivante de l'humanité, alors que ce n'est qu'un morceau de peau tendu qu'on doit humidifier pour qu'elle ne se craquelle pas. Voilà, et puis même généralement je trouve qu'en termes de costumes et en termes de décor, suivant l'époque, il y a vraiment un soin tout particulier qui est apporté aux dames de la bonne bourgeoisie anglaise suivant l'époque. Voilà, donc finalement le docteur n'est pas détonnant quand il arrive. Il est tout fou, c'est le docteur, c'est une vraie tornade, mais quelque part, il capte tellement l'attention que finalement, on le suit, parce qu'on n'a pas le choix. Et le docteur est un tourbillon dans un manteau, finalement. Surtout en ce moment. C'est clair que c'est un tourbillon dans un manteau, c'est une bonne définition. J'ai une grande question à vous poser, là, qui est un peu une ouverture. On va voir ce que ça donne. Je me demandais si est-ce que finalement, le principe des régénérations, donc c'est quand même une marque de fabrique de la série, c'est quelque chose qui a cours depuis donc, la fin du premier Docteur. Est-ce que le fait de toujours savoir qu'il va y avoir un prochain Docteur, et d'ailleurs qui reste de moins en moins longtemps, par rapport aux séries classiques où les Docteurs pouvaient rester 5-6 saisons, là maintenant on a un maximum de 3 saisons quand même, est-ce que ça ne rend pas le personnage du Docteur un peu jetable, sacrifiable? Est-ce que ça lui donne pas une espèce de durée de vie limitée? Non. Oui et non, du coup. Parce que, oui, effectivement, on sait que quoi qu'il arrive, il y en aura un autre après. Mais est-ce qu'on en est sûr? Le problème avec la BBC aime beaucoup Doctor Who, tant que ça leur apporte de l'argent et tant que des gens regardent. Mais le jour où les gens arrêteront de regarder, il n'y aura peut-être pas d'autres docteurs. Et c'est ce que Peter Davison, le 5e docteur, disait. Lui qui a connu l'époque, les jours de gloire, et qui se disait qu'on n'arrêtera jamais Doctor Who, du jour au lendemain, si on arrête les Doctor Who pour un paquet d'années. Donc on ne peut jamais être sûr que... Mais ça a repris quand même. Voilà, et le fait est que même s'ils arrêtent, aussi dans 15 ans après, ça reprendra probablement. Tant qu'il suffit qu'une nouvelle génération après arrive et reprenne les choses en main. Aussi bien, on va avoir le même cycle, c'est-à-dire que là, la série était reprise en 2005 par des gens qui sont rentrés dans le business de l'écriture et du jeu d'acteurs et tout ça, en grandissant devant Docteur Who. Ils ont fait ce métier-là parce qu'ils regardaient ça, ils voulaient le faire. Peut-être que, je sais pas, peut-être que la prochaine monture de Docteur Who sera faite par des gens qui ont grandi en regardant ça depuis 2005. C'est probable. Après, effectivement, c'est vrai que Doctor Who, c'est une série qui est capable de se mettre en sommeil, mais alors oui, il y aura peut-être des soucis au niveau de la production, peut-être que les saisons perdront l'audience, peut-être que une certaine partie des gens ne suivront plus, mais je pense qu'il y en a certains quand même
qui ne cesseront jamais d'espérer le retour du Docteur s'il s'en va. Je pense que c'est impossible d'effacer complètement Doctor Who des mémoires, en particulier en Angleterre, parce que ça me rappelle du coup une anecdote où j'ai eu la très grande chance cet été d'aller à la Doctor Who Experience à Cardiff. Et en fait, il y a un monsieur qui s'est approché de moi et qui m'a dit, donc je discutais avec mon collègue donc, en français pour le coup, et il a entendu qu'on était français et il nous a dit « Est-ce que Doctor Who est populaire en France ?» Je l'ai regardé, je lui ai dit « Monsieur, on a traversé la Manche pour lui. » Limite, je suis allé, je vous jure que c'est vrai, je suis allé presque en Angleterre quasiment que pour ça. C'est ce qui nous a donné envie à mon pote et à moi d'aller. Au départ, c'était une déconnade de dire allez, ouais, on va à Cardiff, on va aller voir l'exposition de la BBC. Et en fait, c'était pas une déconnade du tout. On a fini par prendre nos billets et par y aller. Donc, au moins en Angleterre, je pense que Doctor Who c'est tellement une institution que ce n'est pas possible que le personnage disparaisse à ce point de la culture. C'est pas possible. C'est comme demander, bon là je fais direct référence à la saison 8, sans trop spoiler, c'est comme demander à Robin des Bois de disparaître des consciences, à Robin Hood de demander à, je sais pas moi, à Sherlock Holmes de disparaître de la conscience des Anglais. C'est absolument impossible. Après, les aléas de l'audition, ça malheureusement, personne n'est à l'abri, mais pour moi, Doctor Who est bien plus qu'une série. C'est quelque chose qui est fédérateur à un niveau dont je pense qu'on n'aurait même pas conscience, combien même on ferait 4h30 de table ronde, on n'aurait pas fait le tour de ce personnage et de ce qui véhicule. Donc je pense que Doctor Who, dans les consciences, survivra toujours et se régénérera toujours, et il y aura toujours des gens qui essayeront de le remettre en état de marche, si je puis dire, de vol, même si la série devait s'arrêter. En tout cas, j'espère honnêtement que la série ne s'arrêtera pas comme ça, pas brutalement en tous les cas. Et d'ailleurs, je crois que Capaldi a précisé qu'il aimerait bien continuer un petit moment sous cette forme-là. Mais du coup, j'ai perdu le fil avec ça. Ah, ça m'inquiétait. C'était pas venu encore dans son esprit. Ça m'inquiétait. Tout va bien. J'avoue avoir préparé des questions aussi dans ma tête pendant le monologue et je les ai oubliées. C'est quelque chose de courant. Du coup, j'en ai quand même une qui me vient. On faisait le parallèle tout à l'heure entre les compagnons et le public. Est-ce que finalement l'une des incarnations du public qui est hyper représentative serait pas Sarah Jane? Sarah Jane qui a été abandonnée et finalement qu'on peut pouvoir revenir dans la nouvelle série et qui finalement est là pour raccommoder le public avec cette nouvelle série. C'est une façon de voir les choses, très clairement. Mais d'une certaine manière, finalement, oui, Sarah Jane sert de lien entre les deux, comme K9 a pu servir de lien entre les deux. Il y a forcément des références à l'ancienne série sans non plus tomber dans trop de nostalgie. Il faut pouvoir se tourner aussi vers l'avenir, sinon ça tuerait Doctor Who. Et le fait que, oui, ça a disparu dans les années 80, mais d'un autre côté, ça n'a pas vraiment disparu, puisque si la BBC l'a relancé, c'est qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait toujours autant de CD avec des aventures audio, les acteurs revenaient, ils rejouaient leur rôle, il y a toujours eu autant de romans, il y a toujours eu autant de fanfiction qui s'est faite, donc il y avait toujours une demande. Et ça a continué aussi parce que, d'une certaine manière, comme le disait Clément, j'ai retrouvé le film, Doctor Who est une espèce de figure mythologique en Angleterre. Neil Gaiman a dit très clairement, Doctor Who, quand j'étais gosse, c'est ma première mythologie. Donc est-ce qu'on peut tuer Star Wars? Est-ce qu'on peut tuer Sherlock Holmes? Est-ce qu'on peut complètement l'arrêter? Non, il y aura toujours quelqu'un qui va y penser, qui va imaginer de nouvelles aventures. Et Doctor Who, dans une certaine façon, voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le lier à Merlin dans un article, c'est parce qu'il y a ce côté mythologique nécessairement qui est présent dans le personnage, parce que ça fait partie de la matière de base de la série. C'est pour ça que ça marche depuis aussi longtemps. C'est pour ça qu'aussi autant de monde s'y retrouve. On voit bien dans la salle, tous les âges représentés. Il y a peu de séries qui peuvent avoir un animal comme ça. Ça marche pour Doctor Who, ça marche pour d'autres choses. Un peu moins pour des trucs comme Sherlock Holmes, parce que ça attire pas forcément le même public, mythologiquement parlant, c'est moins fourni. Mais ça représente quand même certains des archétypes d'ailleurs. Quand Steven Moffat a repris le poste de showrunner sur Doctor Who, en même temps il lançait Sherlock, et il s'est dit si je foire les deux, il ne me restera plus qu'à tuer James Bond et j'aurais détruit la culture britannique en entier.
Je rappelle quand même qu'à son époque, Conan Doyle a essayé de tuer Sherlock Holmes et le public a dit si tu le fais pas revenir, on va te brûler ta famille. Donc, du coup, c'était quand même la première fois de ma vie, et c'est peut-être ça qui m'a amené dans mes études de taré que je fais, c'est que j'ai compris que des gens pouvaient se révolter quand on tue un personnage de fiction. J'ai dit mais ils sont cinglés les gens. Non, ils sont pas cinglés, ils sont juste passionnés par ce que leur raconte ce personnage et par le fait qu'on leur raconte des histoires. Et à mon avis, Doctor Who peut s'arrêter, mais si on tue, véritablement, si on tue le docteur en disant ça y est, il est mort, il ne reviendra plus jamais, il y en a qui vont aller brûler des choses aussi. Donc, disons que si Doctor Who s'en va définitivement, et comme je le disais, c'est pas possible, à mon avis, c'est pas possible, il va falloir faire très attention à la façon dont ils le font partir. Voilà. C'est vrai que du coup c'est marrant parce qu'au final on a l'impression à la fois que les showrunners comme Moffat font des choix détestés, mais du coup est-ce qu'ils sont pas aussi hyper bridés par ce fandom qui est quand même assez contraignant? Moffat s'en fout maintenant, je crois. Oui, ils s'en foutent. D'ailleurs, il l'a dit très clairement, je ne vais pas sur Internet, parce qu'on a très clairement dit que c'est une bonne idée. Mais il s'en fout, mais il en joue aussi. Il en joue très clairement, il joue avec les attentes du public, il joue avec les attentes de la presse, des critiques, il brise systématiquement. C'est un truc récurrent depuis 1 ou 2 ans, qui fait même dans Sherlock, je ne vais pas spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais il brise systématiquement le 4e mur, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement au public, derrière la télé. C'est quelque chose qui est nouveau, qu'on n'a pas forcément. Donc, il joue avec tout ça, etc. D'accord, parce que alors, moi je vais vous poser du coup une prochaine question. C'est vrai que culturellement, le monde occidental a énormément évolué depuis les débuts du Docteur, et la série aussi a énormément évolué. Finalement, depuis l'ère William Hartnell, c'est devenu beaucoup plus fantaisiste. Et qu'est-ce que vous penseriez, vous, d'un prochain Docteur qui soit un Docteur féminin? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va être... Ça divise la salle. Ça divise la salle, mais là, pareil, on peut pas trop dire quoi que ce soit, mais comment dire un seigneur du temps féminin, c'est pas forcément un non-sens. Mais là, je peux pas en dire plus, du coup. Il en existe de toute façon. Il en existe de toute façon. C'est vrai qu'on a déjà vu un docteur féminin dans une parodie. Dans une parodie qui a été d'ailleurs montrée la dernière ici même, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été montrée, cette parodie, avec le docteur pris en otage par les Daleks et qui termine par se régénérer en blonde. Après, comment dire du coup, j'ai des connaissances de la saison 8 qui essaient de taper à mon cerveau. Bon, voilà, on ne le fera pas. Mais, non, c'est pas forcément un non-sens. Après tout, pourquoi pas Après, c'est toujours pareil. Qui incarnerait le docteur féminin? Là, on peut ouvrir les débats. Qui serait à même parmi le palmarès? Et surtout, c'est pas nécessairement une question de masculin ou de féminin. C'est ça, oui. C'est une question de personnalité. Voilà. C'est la personne qui va rentrer dans la salle de casting et qui va être le prochain docteur. C'est quelque chose qui est évident pour le showrunner. Bon, c'est toujours Steven Moffat ici, là, donc ça m'étonnerait, mais c'est quelque chose d'évident. Voilà. Quand il a voulu changer, on est passé de Matt Smith à quelqu'un d'autre, tout le monde disait oui, peut-être une femme, enfin une femme, ou une minorité ethnique, ou quelque chose, en tout cas quelque chose de différent. Et oui, on est quelque chose de différent aussi. Après, Moffat a quand même dit clairement, il a été interviewé sur ce sujet, il a dit clairement que pour lui, le docteur ne pouvait pas être une femme. C'est ça qui... Oui, mais Moffat adore jouer avec les attentes du public, et il adore jouer avec ce qu'il dit aussi, donc... Peut-être qu'il le pense véritablement. Peut-être que Moffat n'a pas entièrement conscience de ce que va devenir la série. Et après tout, même si il a un talent absolument évident sur cette série, je pense qu'il n'a pas tout planifié. Il y a des choses, à mon avis, qu'il va se dire, ah bah tiens, c'est peut-être pas mal de bosser comme ça. Pourquoi pas? Enfin, faut voir ce que c'est. Après, il y en a qui vont râler, comme d'habitude. Il y en a toujours qui râlent, ça les promène et puis ça leur fait la voix. Mais il faut voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce que la personne, la dame en question, si effectivement c'est une femme, serait capable de faire? Mais comme disait Jonathan, c'est une affaire surtout de personnalité. Je pense qu'il peut y avoir de très bonnes docteuresses, du coup, de très bonnes docteurs,
qui peuvent rentrer en ligne de compte. Après, qu'est-ce que va faire Moffat? Ça, l'avenir. Règle numéro 1, Moffat ment. Oui, voilà. Moffat est un troll, déjà, de base. Donc, mais en plus, il a raison. Comme je disais tout à l'heure, il a la capacité, Moffat quand même, et c'est pareil pour Sherlock, d'intégrer les critiques qu'on lui fait et d'en faire quelque chose de justifiable en soi. Après, on peut aimer ou ne pas aimer ce qu'il fait, c'est ça, chacun juge, il n'y a pas de souci. Si vous n'aimez pas Moffat, c'est un point de vue qui se défend. Si les arguments qui suivent sont bons, il n'y a pas de souci, on peut ne pas l'aimer. Mais il faut lui reconnaître quand même ça, il est capable il écoute. Alors, il a beau dire qu'il va plus sur Internet, mais je pense qu'il écoute au moins d'une oreille lointaine ce qu'on lui dit et il en fait ce qu'il en veut par la suite. Et je pense que c'est quelqu'un, Moffat, à mon avis, qui ne dort jamais. Je pense que c'est pas un humain de ce point de vue-là, parce qu'il fait tellement de trucs que c'est à se demander si cet homme prend vraiment du repos. Mais je pense que c'est surtout un homme qui donne l'impression d'adorer ce qu'il fait. Que ce soit sur Sherlock ou sur Doctor Who, je pense qu'il aime ce qu'il fait et il aime le donner, le faire partager. Donc, on va voir ce qu'il est capable de faire. Moi, on peut formuler toutes les hypothèses qu'on voudra. Je pense que l'avenir dira ce que Moffat va faire. Ça se trouve, il va décevoir tout le monde, Stéphane y compris. On verra. Laissons-le faire. Une réaction Non, pas spécialement. Ouais, c'est vrai que quand même, il faut dire que dans le personnage du docteur, on va dire ça entre guillemets, il y a quand même Catherine Tate qui a fait une super performance. Et c'est vrai que pour moi, ça ouvre quand même des univers, ça ouvre des portes. Avec Clara, il y a quelque chose qui est fait, même si c'est pas du tout à la hauteur de Donna. Mais voilà, c'est vrai que pour moi... Disons que sur la saison 8, c'est beaucoup amélioré. Encore une fois, on ne peut pas en parler, mais disons que toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir sur est-ce que le docteur peut être une femme, il y a répondu à sa façon. Voilà. Pour l'instant, je pense que oui et non complètement, mais d'une certaine manière, il est capable de répondre aux critiques. C'est ça. Et c'est vrai qu'il a beau dire qu'il n'écoute pas les fans, qu'il ne va pas sur Internet, ce premier épisode de la saison 8 est quand même la preuve que si. Très clairement, le discours qui est fait à Clara montre très clairement qu'il va justifier par A plus B pourquoi Capaldi est à l'âge qu'il a. Bon, non, pourquoi le docteur plutôt à l'âge qu'il a, parce que Capaldi à l'âge qu'il a, parce qu'il a vieilli, tout simplement. Pourquoi le docteur à l'âge qu'il a, et pourquoi ça ne doit pas nous faire brûler des maisons, pourquoi on doit l'accepter, tout simplement. Je pense que Moffat est un passionné qui arrive à nous faire passer le message, qu'on apprécie ou pas, mais quand on lui fait... Il est capable de réagir, il a les arguments pour se défendre. J'ai envie de dire, il sait ce qu'il fait. Alors je prends peut-être un énorme risque, parce que ça se trouve, il va faire n'importe quoi par la suite, mais pour le moment, il me donne l'impression de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Après... D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vais ouvrir maintenant les questions au public. Donc je vais me balader avec le micro un petit peu dans la salle. Levez la main si vous avez une question par rapport aux régénérations du docteur, par rapport à ce qui a été dit. Si vous n'êtes pas d'accord, on est là pour débattre. Donc c'est ce qui est intéressant. Donc on va avoir un petit quart d'heure, 20 minutes pour discuter de ça. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors attendez, j'arrive. Bonjour. En suivant la logique, après la 13e et la réincarnation du docteur, il y a les balayards. Quelles sont vos hypothèses pour mener les balayards sur la série? Bonne question. Le Valeyard, ouais, c'est quelque chose que... On sait que c'est une future incarnation du Docteur, visiblement, voilà, on sait pas... Donc, déjà, ça continue, on a toujours cette idée que la série ne va pas s'arrêter, mais qu'on a toujours cette idée que le Docteur va un jour ou l'autre changer. Il va changer non seulement de nom, mais il va surtout changer de côté. Et c'est quelque chose qui avait déjà été... disons que Steven Moffat, encore une fois, m'avait plus ou moins laissé imaginer la salle sur le dernier épisode, le nom du Docteur, l'idée qu'on fait référence directement au Valeyard dans un épisode de la nouvelle série. Donc, visiblement, on sait ce qu'il peut devenir, on sait l'arme de destruction massive que représente le Docteur. Donc, comment ça va être intégré? Est-ce que ce sera intégré un jour d'ailleurs? Est-ce que ce sera intéressant de voir le Docteur complètement
devenir cinglé, il se mettre à tuer des gens, voilà, moi je sais pas. Il a été présent dans la série. Il l'a déjà fait. Il n'avait pas le choix, mais il l'a déjà fait. Oui, mais là dans le cas du Béliard, c'est autre chose. Oui, voilà, c'est le docteur qui pousse. C'est carrément le côté obscur du Seigneur du Temps. Là, oui. Je sais pas si ce serait intéressant de retourner là-dessus en fait. Le fait que ce soit présent en arrière-plan quasi mythologique est plus intéressant, je pense, que si on traite directement de fond en fait. Oui. En parlant de régénération, dans un des épisodes, il y a la fille du docteur qu'on voit à la fin qui se régénère. Est-ce que Moffat a l'intention de la faire revenir un jour Bah, ce serait bien, moi je l'aurais bien aimé ce personnage. Surtout que le pauvre il est persuadé qu'elle est morte. Il faudrait peut-être l'informer que pour une fois il y a quelqu'un qui est resté vivant dans son sillage. Donc, bah, il me semble que, enfin, j'ai pas entendu dire qu'elle avait disparu complètement. Enfin, comment dire, des projets de retour. Ou alors. Moi, je soupçonne Russell Davies à l'époque d'avoir créé ce personnage en espérant faire un nouveau spin-off, une nouvelle série en parallèle. Visiblement, ça n'a pas pris. Pour refaire revenir un personnage, donc il y a déjà pas mal de gens qui lui demandent de faire revenir Jake Harkness. Et il a déjà dit faire revenir des personnages pour simple fait de faire revenir des personnages n'est pas intéressant narrativement parlant. Il faut que l'histoire veuille que ces personnages soient là. Il faut qu'ils aient un poids à jouer et un rôle à jouer. Donc, ce qui est fou, c'est que dans Doctor Who, il y a les fans de Doctor Who en général, et j'ai l'impression que dans les fans de Doctor Who en général, il y a une faction qui est fan de Jack Harkness. Voilà, féminine vraisemblablement la plupart du temps. Mais voilà, effectivement, il faut qu'il y ait des raisons narratives de faire revenir ce personnage. J'aimais beaucoup Face de Beau, qui n'est pas son meilleur avantage physiquement, mais il était très classe en termes de personnage, en termes de figure tutélaire un petit peu auprès du docteur. Oui, mais je veux que Jenny revienne, mais peut-être qu'elle ne reviendra pas. Le fan service, c'est quand même dangereux sur qu'il soit dans c'est le problème, ouais. C'est le problème. Oui. Alors, du coup, je voulais parler du fait que au début de la revue de 2005, le docteur, c'était quasiment une rumeur, comme dans les épisodes de Linda, ou la première fois que Rose essaye de rechercher le docteur, et que maintenant, de plus en plus, en fait, c'est une institution au niveau de la Terre. Est-ce que ça change maintenant au niveau de la narration? Est-ce que c'est plus intéressant ou pas? Ou même de manière personnelle, ce que vous en pensez? Dans le premier épisode d'Eccleston, en fait, au départ, on ne comprend clairement pas ce qui se passe. Pour la simple et bonne raison que Rose est exactement dans la même position de celui qui découvrirait Doctor Who pour la première fois. C'est-à-dire, il y a un type qui a surgi de nulle part, qui l'a défendu d'un mannequin qui voulait attaquer. Donc déjà, de base, ça peut choquer un esprit droit. Comme le tien. Voilà, tout à fait. Mais je n'ai jamais démenti. Et j'ai jamais dit que j'étais plein d'esprit. Mais le docteur, c'est quelque chose d'incroyable. Et déjà, de base, quand le docteur se présente et qu'il dit I am the doctor, la réponse qui tombe, c'est Doctor Who, précisément. Docteur en quoi? On s'attend à ce qu'il ait un vrai doctorat de médecine, on s'attend à ce qu'il soit tangible, on s'attend qu'il ait une logique, ce personnage. Or, il en a, il en a aucune. Si, il a sa logique à lui. Donc, après, c'est vrai que je pense que Eccleston redémarrait quelque chose, et donc il fallait bien que Rose se pose un peu des questions et fasse une petite enquête. Après, rappelez-vous, il y a deux, trois épisodes quand même dans la série où le docteur est moins présent, je crois qu'on appelle ça les doctorless d'ailleurs, le docteur est moins présent, ce sont d'autres personnages qui ont entendu parler du docteur et qui vont se mettre à enquêter un petit peu, et le docteur va débarquer à la toute fin pour résoudre le souci. C'était le cas notamment avec je vais y arriver avec Tennant, mais je ne sais plus quel épisode. Linda. Ah oui, voilà, mais c'est ça, merci. Exactement. Voilà, où il se retrouve à mener une enquête entre simples citoyens lambda, en gros, et le docteur va arriver à la fin de l'épisode en disant coucou, on le voit juste courir comme un dératé poursuivi par des bestioles, et puis il va revenir à la fin. Mais il y a un moment où les personnages que côtoie le docteur sont confrontés au concept complètement dingue
de cet homme qui voyage dans une boîte bleue. C'est le Blue Box, c'est Man with the Blue Box. Donc effectivement, après, c'est vrai que par rapport au départ avec Eccleston, c'est vrai que maintenant, entre guillemets, la série est rodée. On n'a plus besoin, entre guillemets, de présenter le Docteur. Même s'il y a d'autres personnages qui ne comprennent pas trop quel est ce tourbillon dans un manteau qui leur débarque sur le coin du rable et qui se permet de donner des ordres alors que personne ne lui a rien demandé. Voilà, je pense que c'est... Moi, je le prends pour pour quelque chose adressé aussi au public de la série. Donc, après, je sais pas, Jonathan, ce que tu en penses, si c'est uniquement narratif ou s'il y a autre chose derrière ça, mais... Il y a un côté un peu rumeur légende, ouais. Je pense que surtout sur le début, en fait, sur les premières saisons, Russell T. Davies est surtout présente le personnage, comme tu l'as dit, donc déjà ça avec le côté mystérieux, tout ça. Et surtout parce que, effectivement, le Docteur, à ce niveau-là, c'est devenu une légende, en termes de Seigneur du Temps lui-même, comme, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième épisode, on lui dit clairement, votre place est dans un musée, voilà, ça ne devrait même pas exister. Techniquement, voilà, toute son histoire a été effacée quand Gallifrey a disparu. Donc oui, d'un point de vue narratif, très clairement, c'est devenu une rumeur, parce que, voilà, c'en est une. Après, bon, ça change, parce qu'effectivement, la narration change, et que le personnage est de plus en plus présent, et même trop présent, parce que ça lui pose des problèmes. Question suivante. Bonjour. Donc en termes narratifs, la régénération, c'est quand même quelque chose qui est très efficace. Et je me demandais pourquoi dans d'autres séries, ça n'avait pas été utilisé, puisque Doctor Who, c'est quand même là depuis 50 ans. Et ça m'étonne que quelque chose qui soit aussi rusé pour changer de personnage n'a pas été réutilisé en fait ailleurs. Parce qu'il y en a d'autres, des séries de SF, et ça aurait pu être utilisé d'une façon ou d'une autre façon. Disons que ça aurait pu être réutilisé, effectivement. Le Doctor Who date quand même de 63, donc après toutes les séries science-fiction qui sont passées après auraient nécessairement souffert de la comparaison. Donc il y a le côté, si on se met à... C'est une marque de fabrique, voilà. quelque part. James Bond l'a fait, c'est clairement, c'est la régénération, on passe toujours qui peut être long, mais pas jamais le même acteur, mais il faut que ce soit quelque chose de britannique, je sais pas. Non, mais je pense que dans le cadre d'une série science-fiction, ça aurait été intéressant, mais c'est dangereux parce que du coup, c'est quand même devenu associé à Docteur Who. Après, c'est présent dans l'univers des super-héros, par exemple. On a des costumes qui vont se passer de personnage en personnage sur plusieurs générations. Voilà, c'est un contexte narratif quand même assez précis. Et ouais, c'est pas impossible que ce soit une marque de fabrique de Doctor Who qui n'a pas trouvé de vraie rivalité dans ce contexte-là. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il faut aussi être fou comme les Britanniques pour réussir à l'utiliser dans un scénario. Oui, c'est possible aussi. Après, en termes de folie, il y a tout ce que font les Japonais. Mais là, on va dériver dans des eaux dangereux, je pense. Mais oui, probablement. Bon, on a encore quelques questions. J'en ai noté 4. Je vais passer à la suivante. Bonjour. Pour revenir sur l'idée du docteur féminin, on a le personnage de River Song qui est assez marquant en termes de personnalité. Et vous pensez qu'on pourrait sortir un docteur féminin dans le même genre que River Song, dans la même optique, elle était assez provocatrice, mais elle était assez particulière, elle avait vraiment sa personnalité. On pourrait faire un docteur féminin dans le même genre, vous pensez pas? Oui, disons que le personnage est très clairement développé comme l'alter ego féminin du Docteur. Mais disons que c'est le même genre de personnage, un peu fou, un personnage assez puissant quand même, qui marque les esprits dès la première apparition. Surtout le fait que son histoire soit un peu dans le désordre. Oui, s'il y a un personnage féminin du Docteur, ce sera très clairement quelque chose comme un peu réversant. Il faut de toute façon, je crois, une personnalité forte. Déjà parce que le Docteur porte l'univers sur ses épaules quasiment en permanence, et en plus, c'est le Docteur. Enfin, il est, c'est une tornade. Non, j'aime bien l'idée du tourbillon. Il n'y a pas, c'est une tornade. C'est une tornade qui emporte tout sur son passage, et je vois assez mal, après c'est peut-être, il y en a peut-être eu dans la série ancienne, mais je vois assez mal un Docteur qui serait complètement
passif, qui serait complètement observer les éléments comme avec des yeux de merlan-frit et qui met un coup de tournevis et voilà, on s'en va. Non, je pense vraiment que c'est quelqu'un, enfin surtout maintenant, c'est quelqu'un qui se jette dans la bataille, déjà qui possède un savoir qui rendrait marteau n'importe quel être humain normalement constitué. La preuve en est avec Donna qui est pas loin de tourner la carte. Rose, quand elle accède aux connaissances du Tardis, ça dégénère assez vite. Voilà, quand vous verrez la saison 8, vous verrez qu'avec Clara, il y a aussi quelque chose à faire au niveau du Tardis. Donc voilà, oui, encore une fois, avoir une femme docteur, c'est tout à fait, ça me semble tout à fait possible, mais il faut que ça reste le docteur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une personnalité certes différente, mais qui reste toujours une personnalité active. Le docteur, il est jamais, avec toutes les embrouilles qui se prend dans la tête, il ne faut pas qu'il reste passif, il faut qu'il soit super actif, voire même hyper actif, ce docteur-là. Il supporte pas l'inaction, le docteur. Hein. Il est toujours en train de voyager. Il sait pas se reposer. Il sait bouder. Il va aller bouder à l'autre bout de l'univers. Ça, c'est pas un souci, mais il sait pas rester inactif, à bouger, à rien faire. Vous pouvez pas l'inviter au repas de famille, le docteur, c'est pas possible. Pour revenir sur sa question à propos des femmes docteurs, et vous parliez de Donna, de Clara, du fait qu'en fait, justement, le docteur ne pouvait pas rester inactif en observateur. Justement, on a bien vu que sur certaines campagnes, le docteur les a presque formés en tant que docteur. On a vu Donna prendre les rênes à des moments, on a vu Amy prendre les rênes, on a vu Clara, on spoil. C'est pas nous. Oui, excusez-moi. Et donc du coup, c'est vrai que pourquoi pas inverser les rôles, cette fois-ci une femme docteur qui prendrait un compagnon sous son aile et que ce soit cette fois-ci la femme du compagnon ou la copine du compagnon en fait qui soit du coup observatrice de tout ce qui se passe. Que ce soit un personnage féminin qui soit suractif, qui prenne un compagnon sous son aile, qui le forme comme on a vu par exemple Donna et Amy être formés un peu comme un docteur. Après, quand on parle de formation d'un compagnon, on a Martha Jones aussi, qui passe carrément, elle, au titre de docteur. Ah bah là, qui lui sauve la vie surtout. Qui lui sauve la vie face au maître. Mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. Il y a beaucoup de pistes sur le personnage féminin. Après, vous remarquerez quand même que le docteur, il y a un truc qu'il supporte pas, c'est d'avoir tort et de perdre le contrôle d'une situation. Ça, il aime pas. Il a besoin qu'on l'approuve, le docteur. Et de son propre aveu, parfois, ses compagnons l'accompagnent parce qu'il a besoin de quelqu'un qui hoche la tête et qui dise oui, c'est bon, vas-y, y a pas de souci. Mais oui, personnellement, plus on en parle, plus je me dis qu'une femme docteur qui inverserait un petit peu les rôles. Alors, moi, dans la même veine, pourquoi pas un compagnon masculin pour le docteur, ou pourquoi pas, je crois que Moffat l'a évoqué, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi pas un compagnon qui ne serait pas un humain, forcément, du XXIe siècle. Pourquoi pas un compagnon extraterrestre, après tout. Je vois pas ce qu'il... Après tout, il embarque après n'importe qui dans son Tardis, des fois pour 2 épisodes, et puis il va les reposer chez eux. Donc, pourquoi pas? On peut tout à fait l'imaginer. Problème d'identification, ouais. Mais il a vraiment, et aujourd'hui plus que jamais, besoin qu'on l'appuie et qu'on l'approuve. Hein. Il supporte pas la solitude. Le docteur sans compagnon, c'est pas possible. Enfin, ça ne reste pas possible longtemps. Voilà, il faut que ce soit un duo, voire même un trio, parfois, quand il y en a un qui débarque dans le Tardis un petit peu par hasard. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui. Déjà pour l'empêcher de péter un câble en permanence. Et pour l'empêcher de générer des génocides et de devenir le côté obscur du docteur. Donc oui, très honnêtement, je pense qu'on peut tout imaginer. On peut... Wait and see. Merci. Donc, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai noté 4 questions dans l'assemblée. Malheureusement, s'il y en a d'autres, j'aurai pas le temps de faire répondre à toutes. Donc les tours ont été donnés. Je vais passer le micro maintenant. Bonjour. Déjà, je n'ai pas vu la saison passée, mais peut-être que ça a été répondu pendant ce temps-là. Je veux savoir en fait pourquoi on voit vraiment que Matt Smith a vieilli dans les derniers épisodes de la saison 7 en fait, quand il est tout à l'heure, il me semble, pendant les épisodes de Noël, juste avant la régénération
régénération. Parce que, à part pour Tennant, il me semble, ça n'a jamais vraiment été montré des marques de vieillissement comme les rides, les cheveux blancs, même l'absence de cheveux. Est-ce que c'est parce que justement il a arrêté de voyager dans le temps avec les TARDIS, qui lui permettrait de rester jeune ou... Enfin, je sais pas si c'est ça. Je pense qu'il est en bout de cycle, en fait, très clairement. La dernière porte de sortie, c'est pas une régénération, c'est la mort, mais pour le coup, c'est la mort vieillesse. Bon, ça lui prend des centaines et des centaines d'années pour vieillir et en arriver à ce stade-là, mais ça n'a rien à voir finalement avec l'absence du Tardis ou pas. D'ailleurs, il renvoie le Tardis dans un dernier épisode, justement parce qu'il dit que ça aurait été une tentation aussi de l'avoir sous la main, de fuir la planète pour recommencer à voyager. Et quoi qu'il arrive, dans ce cadre-là, Matt Smith, le 11e docteur, aurait vieilli quoi qu'il arrive. D'accord. J'ai une question suivante. Est-ce qu'elle a déjà été répondue ou non? Je voulais savoir à propos du nombre de cycles de régénération dont on parlait tout à l'heure sur est-ce que c'est infini ou pas. Il y a eu un transfert en fait, ou alors j'ai rien compris à cet épisode avec dans l'épisode d'Expeditor avec Everson justement qui redonne des régénérations à Matrice. Est-ce que du coup on ne peut pas supposer qu'il est passé dans un cycle infini ou il en a juste doublé Est-ce que Everson c'est un Seigneur du Temps, parce qu'elle avait une régénération en elle. Moi, d'après ce que j'avais compris sur cet épisode-là, elle lui transférait ses régénérations à elle pour le ramener à la vie, justement. J'avais vu ça comme ça. Oui, c'est aussi ce que j'ai compris, mais c'est vrai que ça mériterait une deuxième vision quand même, au cas où. Oui. Alors après, ce qu'il dit dans l'épisode, c'est que Riversong a des régénérations parce qu'elle a été conçue près du vortex du temps du Tardis. Et que du coup, elle a ça en elle, donc elle est à moitié Seigneur du Temps, mais c'est vrai qu'elle les utilise pour soigner Matt Smith, le 11e docteur qui est en train de mourir d'apparemment un poison conçu spécialement contre lui pour l'empêcher de se régénérer. Voilà, c'était l'idée. Du coup, j'ai une question, petite fille. Vous avez une question? Comment vous avez fait pour faire le Tardis quand le roi il est petit et dedans il est très gros? Je te laisse répondre, c'est bon. C'est typiquement la question d'une petite fille, je trouve ça absolument craquant. C'est génial comme question. Après, il faut demander à Moffat, il faut demander au papa de la série actuellement. Non, à mon avis, c'est surtout parce que le Tardis, c'est une boîte magique. Donc du coup, les dimensions ne sont pas les mêmes. La taille n'est pas la même, et donc quand on rentre dans la boîte magique du Docteur, et bien forcément, on se retrouve dans un monde où tout peut arriver. C'est comme le dit le Docteur en fait dans la nouvelle saison, hein, c'est qu'un coquin c'est grand comme ça, mais il y a tout ça de sucre dedans. C'est pareil. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un gros gâteau, le Tardis. Voilà. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux comme réponse, effectivement. Maintenant, je vais passer le micro pour une dernière question. Alors, bonjour. C'était pour savoir, est-ce que vous avez une idée comme le Capaldi le demande, se le demande plutôt dans le premier épisode, pourquoi est-ce qu'il a cette tête-là, puisque c'est une tête qu'il a déjà vue? Est-ce que vous croyez que ça va être répondu pendant la saison qu'il va vivre? Merci pour cette question. Parce qu'on en avait parlé même par mail, quand on préparait la séance. C'est vrai que c'est quelque chose moi, qui m'intéressait, surtout quand on considère le choix du visage lui-même. Est-ce que le docteur a le choix de son visage? Je disais tout à l'heure, dans le cadre de sa deuxième régénération en troisième docteur, les seigneurs du temps lui montrent tout un panel de visages et il se plaint, il dit non, il n'y en a aucun qui me convient, du coup on lui impose quelque chose d'aléatoire. Et visiblement, le choix est possible. Et dans le cas, par exemple, quand on passe du 9e au 10e docteur, l'idée était annoncée par Steven Moffat récemment que si il devient David Tennant, c'est parce que aussi il y a l'espèce de liaison amoureuse qu'il peut y avoir avec Rose déjà qui s'est développée. Donc quand il passe de Christopher Eccleston, il va choisir, on va dire, une apparence physique qui va peut-être plaire un peu plus. Donc, même si c'est pas vraiment quelque chose de contrôlé, je ne dis pas les dimensions, mais voilà, mais inconsciemment il y a quelque chose qui se produit. Donc il y a beaucoup d'inconscient dans une régénération comme ça qui n'est pas contrôlée. Et d'ailleurs, dans le premier épisode de la saison 8, le docteur se demande en permanence pourquoi ce visage-là, où est-ce que je l'ai vu? Et Steven Moffat a contacté Russell T. Davies quand il a embauché Capaldi et ils se sont tout de suite mis à s'échanger des théories. Apparemment, Russell T. Davies avait déjà une théorie sur la double présence de Capaldi dans l'univers, aussi bien dans Torchwood que dans
que dans Doctor Who, du coup. Il avait déjà développé des théories pourquoi ce type-là était présent dans deux endroits différents avec la même tête. Et donc, visiblement, c'est quelque chose qui va être développé. Moffat en a parlé. S'il a aussi insisté dessus dans le premier épisode, c'est que ça va revenir d'ici 1 ou 2 ans. Ouais. Il y a toutes les chances, effectivement. Quelque chose à ajouter? Non. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux, Jonathan et Clément, d'être venus et d'avoir répondu. Je tiens à remercier toutes les personnes de l'assistance d'avoir été si nombreuses et si pertinentes dans leurs questions. Merci à vous. Merci beaucoup.